L'industrie, le marketing, comment les croquettes sont devenues un empire. Avant tout, t'es pas naïf, t'es normal. Avant de parler du business, je veux te dire quelque chose. Si t'as cru l'industrie, c'est pas parce que t'es naïf, c'est parce qu'ils sont bons, très bons, des experts. Ils ont des équipes de marketing capables de faire croire à un poisson rouge qui a besoin d'un abonnement à un gym. Et toi, puis t'aimes ton animal. Tu veux le meilleur, tu veux pas te tromper. C'est humain puis c'est correct. La vraie histoire des croquettes, ça commence sur un bateau. On retourne en 1860. Un Américain, James Pratt, débarque en Angleterre pour vendre des paratonnerres, rien à voir avec les chiens. Mais en marchant près des quais, il voit quelque chose. Des chiens qui mangent des hard tracks. Les hard tracks, c'était les biscuits de marin. De la farine, de l'eau, du sel, quand il était chanceux, puis cuit jusqu'à devenir aussi dur qu'un bloc de ciment. Les marins ils mangeaient ça pendant les longues traversées parce que ça se conserve des mois, parfois des années. Ça goûtait probablement la misère, mais ça moisissait pas. Sprat regarde ça, puis il se dit, si les marins survivent avec ça, les chiens pourraient aussi. Et les propriétaires vont adorer un truc. Ça se garde longtemps. Et boum! Les premiers biscuits commerciaux pour chiens est né. Sprat Meat Fibrin Dogs Cakes. Sauf que malgré le nom Meat Fibrin, les biscuits contenaient surtout du blé, des légumes, du beetroot, puis un peu de partie gélatineuse de bœuf. Déjà là, on voit le pattern. Beaucoup de céréales, un peu de viande, beaucoup de marketing. Puis le marketing victorien, l'industrie découvre le pouvoir du snobisme. Sprat a compris quelque chose avant tout le monde. Si je veux vendre des biscuits aux chiens, je dois d'abord séduire les humains. Alors il a visé les riches propriétaires de chiens de chasse, les English gentlemen, les aristocrates. Il a acheté des pubs dans les journaux. Il a mis des chiens de concours dans des affiches. Il a même acheté la première page du journal du American Kennel Club en 1889. Puis savez-vous quoi? Ça a marché. Les gens se sont dit, si c'est bon pour les chiens de la haute société, ça peut être bon pour le mien. Et voilà, le premier brainwash de masse dans l'histoire de la nutrition animale. On passe à l'industrialisation, quand la bouffe de chien devient une business. À partir de là, tout s'est accéléré. Les usines se sont multipliées. Les biscuits sont devenus un produit de masse. Les compagnies ont commencé à inventer des nouvelles recettes, des nouvelles formes, des nouveaux slogans. Sprat est devenu un multinational. Ils ont même construit une usine gigantesque à Poplar, à Londres, avec des machines à vapeur partout. Et là, l'industrie a compris quelque chose. Plus c'est sec, plus ça se garde longtemps. Plus ça se garde longtemps, plus ça se vend loin. Et plus ça se vend loin, plus on devient riche. Et c'est là que la croquette moderne est née. La guerre, quand les conserves disparaissent et que le sec devient roi. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les conserves de viande ont été rationnées. Les compagnies de bouffe pour animaux ont été classées non essentielles et beaucoup ont fermé. Mais les croquettes, elles, pas de métal, pas de rationnement, pas de réfrigération, pas de viande fraîche, elles ont survécu. Et en plus, elles ont explosé en popularité. Après la guerre, les femmes travaillaient plus. Les familles avaient moins de temps. Et les croquettes étaient pratiques, propres, faciles, puis pas chères. Puis l'industrie a sauté sur l'occasion. Le marketing moderne, la science, ou le déguisement de la science, à partir des années 1950, les compagnies ont compris que pour vendre encore plus, il fallait avoir l'air scientifique, avoir l'air vétérinaire, avoir l'air nutritionnel. Alors, elles ont financé des études, sponsorisé des universités, écrit des manuels de nutrition pour les étudiants en médecine vétérinaire, offert des formations gratuites, donné des échantillons cliniques. Résultat? La nutrition enseignée dans la majorité des écoles vétérinaires vient des compagnies de croquettes. C'est comme si McDonald's écrivait des livres de nutrition humaine. Si les croquettes avaient été inventées aujourd'hui, imagine la scène. Un gars regarde un loup dans la forêt et il dit Hey, une idée. On va remplacer ta proie fraîche par des boules de céréales cuites extrudées avec une saveur de viande. Tu vas capoter. Le loup, il s'en irait. Imagine dire à un lion Tiens, j'ai compressé du blé, du maïs puis des petits pois. C'est complet, mange ça. Le lion va te manger. Bien avant de manger ça. Mais pour nos chiens et nos chats, on a trouvé ça normal. Ça, c'est pas normal. Pas normal parce que la biologie, elle n'a jamais changé. C'est ça le plus ironique.
Pendant que l'industrie grossit, pendant que les slogans se multiplient, pendant que les compagnies deviennent des géants multinationales, ben la biologie, elle, n'a pas bougé d'un millimètre. Ton chien et ton chat sont encore des carnivores. Leurs dents, c'est encore des dents de carnivores. La mâchoire, c'est un carnivore. L'intestin, c'est un carnivore. L'estomac, c'est un carnivore. Et le comportement d'un carnivore. La nature n'a pas changé. C'est juste le marketing qui a changé. Puis les discours. Aujourd'hui, on a vu comment que les croquettes sont nées sur un bateau. Comment un électricien a inventé la première bouffe commerciale. Comment l'industrie a utilisé le snobisme. Comment la guerre a propulsé le sec. Et comment le marketing a pris le contrôle du discours. Et comment la biologie, elle, a jamais changé. Dans le prochain épisode, on va parler de comment lire une étiquette de croquette, comment repérer les pièges, puis comment comprendre ce qu'on te vend vraiment. À plus!